bienvenue à notre podcast en mode virtuel. Bien content d'être avec vous. Aujourd'hui, eh bien, on sort un petit peu du monde des plateformes, mais pas tant. Mais on va rencontrer quelqu'un qui va pouvoir nous y guider et aussi nous aider à comprendre bien comme il faut le monde virtuel et le monde présentiel également, vers lequel on va éventuellement se retourner. Elle est présidente fondatrice d'Immersive Productions, Joanie Bergeron, qui se joint à nous pour la discussion aujourd'hui. Bonjour. Salut, j'aime ça, très dynamique d'entrée. On a commencé à travailler ensemble au début de la pandémie. Ça faisait à peine quelques mois que tout ça était arrivé. On a fait plein de projets ensemble. On va avoir l'occasion d'en reparler un petit peu puis de voir l'évolution de tout ça aussi parce que ça s'est fait très rapidement, cette évolution-là. Peut-être parler un petit peu des origines d'Immersive Productions, d'où vous en étiez rendu au moment de la pandémie. Oui, ben parfait. En fait, juste petit aparté rapidement, ça fait quand même 8 ans qu'on a bâti Immersive vraiment sur un élan de vouloir amener de la stratégie et de la créativité événementielle dans l'industrie. Puis à travers cette volonté-là, on se crée en fait un OBNL qui s'appelle Accro, qui mettait justement en lien en fait les innovateurs en start-up, que ce soit en design gourmand, design d'espace, installation interactive, etc., avec les décisionnels de l'industrie. Fait que pendant comme sur les 8 ans, mettons, là, pour les 5-10 premières années, on a vraiment été focusé sur du présentiel avec de la stratégie, de la créativité et de la technologie bien imbriquées, de façon pertinente à créer de la valeur ajoutée. Donc, quand la pandémie, notre amie pandémie COVID est arrivée, on a vraiment, je pense comme tout le monde au début, pris un pas de recul de faire, OK, sachant que ça chamboulait complètement l'univers de l'événementiel, donc comment qu'on voulait rebondir, s'ajuster, etc. Puis plutôt que de décider de partir, exemple, dans des champs gauche, champs droit, complètement différents de ce qu'on faisait, on a vraiment focusé sur notre force première, elle est où notre valeur ajoutée, puis comment dans un contexte justement où on perd nos repères, on peut aider davantage les organisations. Donc, on est vraiment revenu sur notre force de stratégie, créativité, et on est allé chercher toute notre expertise en technologie du côté d'Accro pour faire, OK, qui qu'on peut appeler, qui servirait, qui a déjà des plateformes en branle depuis plusieurs années qui ont été testées, puis comment est-ce qu'on peut combiner le tout ensemble, essentiellement. Oui, parce que vous avez été rapide pour faire le pas du côté virtuel, s'adapter. On n'a pas eu le choix, tout le monde, mais nous, les premiers événements qu'on a fait ensemble, c'était sur la fin de l'été. Si je ne me trompe pas, c'était l'événement, c'était un événement dans une université. Alors, on a fait ça, ça faisait à peine quelques mois qu'on était plongé là-dedans. Justement, je pense que votre force, c'est la créativité. C'est ce qui fait une grande différence de votre côté. Je vais lire un petit peu, je vais prendre quelques secondes, si tu me le permets. Je vais lire ce que vous m'avez envoyé. Je trouve ça intéressant comme résumé. Puis après ça, peut-être tu pourrais nous le remettre dans tes mots pour bien nous expliquer qu'est-ce que ça fait. Immersive est une entreprise créative dotée d'une force stratégique qui génère de l'impact à chaque événement sur mesure pour des expériences significatives. Une approche qui crée l'effet tremplin pour les objectifs d'affaires de son client et qui amplifie sa marque jusqu'à transformer ses participants en ambassadeurs. Ça, je trouve ça super intéressant. Dans des mots différents, dans tes mots à toi, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous apportez lorsque quelqu'un organise un événement? Une réflexion créative. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, des fois, le client va penser, OK, j'ai besoin d'un lieu, j'ai besoin de conférenciers, j'ai besoin de traiteurs. Bon, bref, il va penser les choses un peu plus standards, je peux dire ça comme ça. Mais dans ce cas-ci, en fait, c'est que oui, mais pour nous, tous ces éléments-là hyper importants sont au service également, en fait, d'un but. Quand on crée un événement, c'est parce qu'on veut passer un message, c'est parce qu'on veut mobiliser un réseau, etc. Donc, on prend vraiment les objectifs d'affaires du client, de l'organisation. On vient mettre en perspective aussi à qui on s'adresse. Donc, quand je parle de réflexion créative, de stratégie, c'est exactement ça, c'est de revenir à les gens qui prennent part à votre événement. C'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs attentes? À quoi qu'on peut anticiper comme réaction, etc. pour s'assurer de concevoir finalement un concept, une programmation directement en lien avec leurs besoins. Donc, on vient vraiment réfléchir avec eux pour s'assurer qu'il y a un impact plus large dans le fond dans leur événement. Puis ça, comment ça se passe? Les gens qui viennent vous voir n'ont pas tous une idée déjà complète de ce qu'ils vont faire. Là. Ils arrivent, disent on veut faire un événement, puis à partir de là, c'est que vous offrez des sessions de discussion ou puis de votre côté, vous partez en réflexion puis vous amenez des propositions ou ça se fait, c'est le client qui vous les amène. Comment ça fonctionne, là?
C'est un peu des deux, dans le sens qu'à partir du moment que le client nous signale un besoin pour de l'accompagnement pour un événement X, que ce soit virtuel, présentiel ou hybride, on a vraiment une méthodologie immersive qui fait en sorte qu'on va aller se renseigner davantage sur, on a vraiment comme des outils finalement sur lesquels on va vraiment chercher des questions précises qui nous permettent de comprendre le discours du client. Parce qu'on sait bien que des fois, c'est normal, le client ne parle pas nécessairement le langage événementiel et vice-versa. Des fois, nous, on parle pas le langage de son industrie qui est plus précise. Donc, il va vraiment comprendre c'est quoi les objectifs derrière le discours qui est mentionné réel, qu'est-ce qu'on veut vraiment atteindre, qu'est-ce qu'on s'assure que s'il y aurait une question qu'on poserait aux participants afin de savoir ce qu'ils ont retenu de leur soirée, de leur événement, ça serait quoi? Fait que c'est vraiment, la première étape là, pour nous, c'est qu'on s'immerge on rentre dans la tête du client. On veut vraiment comprendre, prendre le pouls. Et on les garde avec nous tout le long de la réflexion, de la création, parce que c'est eux qui connaissent par cœur, finalement, leur personnel, leur cible, les gens qui vont prendre part à l'événement. Nous, par contre, on a une connaissance très poussée de c'est quoi les triggers d'un participant dans un événement, qu'est-ce qui va faire une différence, où ça vaut la peine d'investir, en fait, dans le budget de production ou non. Donc, vraiment revenir toujours à cette stratégie-là, mais on la fait en collaboration avec le client parce que c'est lui qui a quand même une connaissance accrue sur son industrie. Mais une fois qu'on a un beau partage, qu'on est bien rentré avec eux dans leur entreprise, qu'on la connaît bien, qu'on a l'impression de faire partie un peu de leur famille à eux aussi. Et là, il y a la phase, effectivement, où est-ce qu'on part de notre côté pour déjà établir des pistes de réflexion. On fait du brainstorm avec eux par la suite parce qu'on les implique pour valider aussi les alignements qu'on prend. Puis une fois qu'on est vraiment directement sur l'ADN précise là, de l'organisation, ben on part effectivement à créer un concept qu'on leur présente là, par la suite. Parce que vous avez une équipe, on parle de création, mais vous êtes vraiment dynamique dans les conceptions. Vous allez vraiment loin dans vos projets. En fait, il n'y a pas de limite pour créer des idées, des concepts, des nouvelles façons de faire interagir les gens aussi. C'est vraiment votre but, là, d'aller plus loin que de dire on organise une rencontre Zoom ou on organise une rencontre avec une assistance quelconque, là. Exact. Nous, c'est vraiment l'événementiel. Pour nous, ça fait partie d'un plan marketing, d'un plan de développement d'une organisation. Fait que c'est de dire, ben, sachant ça, comment est-ce qu'on fait pour trouver la bonne solution d'affaires pour ce client-là. Puis, il n'y a pas un événement qui est pareil d'un à l'autre. On fait que du sur-mesure aussi. Fait que ça, c'est quand même important de le mentionner. Mais aussi, c'est important de souligner que être créatif, oser faire les choses autrement pour correspondre davantage à l'ADN de l'organisation. On ne veut pas dire non plus qu'on part dans les immenses budgets, quoi que ce soit. C'est vraiment de trouver la bonne idée, le petit pas, la twist qui va faire toute la différence finalement dans l'événement. Puis on est vraiment fort là-dessus. Puis c'est ce qui nous allume aussi. On aime pouvoir dire on a réussi à amener le client à aller plus loin puis à avoir un impact réel sur son événement. Je donne un exemple récent. La journée du 8 mars, la journée internationale des droits de la femme, on avait un événement avec Camoroute qui veulent faire un programme pour atteindre 10 mais en fait, on voit justement l'image à l'écran, pour atteindre 10 de femmes conductrices de camions lourds. On s'entend que c'est une industrie que nous, il faut qu'on rentre avec eux dans leur univers parce que je n'avais aucune connaissance sur cet univers-là précisément. Mais une fois rentrés dedans, on a vraiment su créer un événement qui fait en sorte que 24 48 heures après, ils avaient déjà plein de personnes qui leur écrivaient en mode « Je veux m'impliquer, comment est-ce que je peux faire aider à atteindre, est-ce que vous me donnez les informations pour que je puisse moi aussi recruter plus de femmes, etc. » Donc, il y a vraiment un bel effet d'entraînement. On parle dans la même semaine, dans le fond, puis c'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime faire. Voilà, on a mis les bonnes composantes à la bonne place dans le bon déroulement, qui est venu chercher la fibre de mobilisation qu'on veut aller rechercher chez les gens, là, dans le fond. Donc ça, c'est une grande partie de ce que vous faites, amener des idées, pousser le concept, aller plus loin. Mais les gens se disent, bon, ben si des gens se disent, moi, j'organise un événement, est-ce que j'ai besoin de tout ça? Est-ce que, bon, il y a beaucoup d'éléments à penser aussi. Est-ce que je suis capable de tout l'organiser de mon côté? Parce que c'est une réflexion que peut-être certaines entreprises ont. Oui, le côté création, sans aucun doute, là, c'est une force incroyable que vous avez. Et puis, on l'a vu dans plein de projets et ça a été, il y a plusieurs choses qui ont aidé à aller plus loin dans les concepts, mais vous amenez aussi quelque chose de très concret dans la préparation aussi, hein, parce que les gens qui ne s'y connaissent pas trop peuvent pas savoir l'ensemble de tous les détails qu'on doit mettre ensemble pour arriver à faire un grand succès. Et ça, c'est aussi une de vos forces. Tout à fait. Oui, oui, vraiment. Il y a effectivement la stratégie de la conception, mais tout le souci du détail, la planification, la méthodologie immersive, elle est très, très grande dans le sens que tout est pensé pour vraiment
faire des événements efficients. Donc, c'est-à-dire que sachant le canevas du client, donc ses ressources, son temps, son budget, son événement, nous, on vient prendre l'ensemble de ces facteurs-là, puis on vient s'assurer de mettre en place une structure de travail qui va être la plus efficace possible, qui va venir vraiment alléger et mettre en confiance le client. Donc, toute la production d'un événement, que ce soit virtuel, hybride, présentiel, peu importe, a quand même un volet très poussé de le déroulement détaillé, les Q2Q, les plans d'aménagement, etc. Tous ces facteurs-là, ces documents-là sont hyper importants dans la création d'un événement, dans son succès. Et souvent, des fois, c'est un peu normal aussi, si on ne baigne pas là-dedans temps plein puis 40 heures semaine en événementiel, ben on peut vouloir prendre parfois des petits raccourcis qu'on comprend tout à fait, mais que si certains détails n'ont pas été bien passés, même pour vous, qu'on vient travailler avec la web diffusion, si on n'a pas toutes les informations rassemblées, ben c'est là qu'il peut avoir des échappements, ce qu'on veut complètement éviter dans le cadre d'un événement, en fait. Là. Donc, ce volet-là, petit exemple, nous, tout est mis en transparence avec le client. Donc, l'organisation de l'événement se fait, exemple, en Google Drive. Donc, le client voit en temps réel l'avancement du projet sur tous les aspects. Et super important, chaque semaine, on fait tout le temps un petit appel hebdo avec eux pour leur tenir au courant de l'avancement, prendre des décisions éclair aux besoins. Il y a aussi, à chaque vendredi, le fameux courriel topo qui est envoyé. Donc, on est vraiment dans cette idée de... On est des facilitateurs pour le client. On est là pour alléger finalement 100% leur travail, leur réflexion, etc. Donc, c'est ça. L'idée, c'est d'être vraiment dans le détail puis de se prendre d'avance, d'avoir des documents hyper rigoureux qui fait que tout roule comme si des roulettes le jour J. Et tout à l'heure, on parlait d'un point important dans la présentation, dans le petit texte que j'ai lu, là, transformer ses participants en ambassadeurs. Ça, je trouve, c'est quelque chose qui m'a accroché, que je trouve vraiment intéressant parce que ça va plus loin de dire ou de faire en sorte que les gens assistent à une conférence ou assistent à quelque chose. C'est d'aller encore, d'aller vraiment les marquer en profondeur avec le contenu ou le projet ou les choses qu'on va faire. Comment vous faites? C'est quoi votre processus de création pour arriver à toujours aller plus loin comme ça puis à repousser tout le temps les limites? Je pense que c'est vraiment l'écoute et l'attention au détail de se mettre dans la peau de l'organisation, comme je disais tout à l'heure, donc de poser les bonnes questions, puis d'aller chercher au maximum de l'information sur leur cible, justement. Donc, nous, exemple, on a des ateliers, on a des exercices, on a des questions, des documents qui sont hyper simples, faciles d'accès pour le client, qui fait qu'en quelques instants, il est capable déjà lui-même de prendre un pas de recul puis de dresser le portrait des gens qui vont prendre part à l'événement. Puis nous, quand une fois qu'on a vraiment une idée précise des gens qui vont y aller, on s'intéresse avec le client à, OK, qu'est-ce qui fera en sorte que quelqu'un va prendre la peine de faire l'effort, façon de parenthèse, de participer à un événement. Dans le cas d'un événement hybride, par exemple, qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un va avoir la motivation de se déplacer, de faire l'effort de se déplacer, mettons, sur place après 2 ans de pandémie. Et à l'inverse, c'est quoi la plus-value de simplement participer à l'événement de façon virtuelle? Fait que c'est vraiment cet aspect-là, je pense, qu'on amène avec le client qui pourrait, c'est toujours agréable, c'est un peu le bonbon de faire ce processus-là stratégique avec eux. C'est à la fois que nous, ça nous donne de l'information pour mieux concevoir un concept qui colle exactement à leur ADN, leurs besoins. Ben ça leur permet à eux aussi en même temps de, hein, c'est vrai, des fois on sort, tu sais, des fois un client, n'importe qui, on peut avoir des super belles idées, il y a plein de belles idées dans le monde, mais des fois de se dire, est-ce que c'est la bonne idée pour cette cible-là qui vient dans ce contexte-là à l'événement? Je te donne un exemple concret. Des fois, on oublie la durée d'un événement. Ah, ben, nous, on l'a vu avec le virtuel. Ah, nous, on faisait des congrès sur 3-4 jours. Les gens ont voulu essayer de le reproduire en virtuel, mais c'est pas possible. Les gens vont pas passer 4 jours, 12 heures par jour devant leur écran d'ordinateur. Donc, ce parcours participant-là, cette expérience participant-là, elle est à repenser complètement, même en retour en présentiel actuel. Ça fait 2 ans que les gens n'ont pas vécu le social de façon grande ampleur. Donc, comment est-ce qu'on met les gens en confiance, mais qu'on offre une belle expérience positive, puis qu'on livre le contenu, le message désiré. C'est un peu ça l'équilibre. Voilà. Et là, tu vois ça comment, ce retour-là, justement, parce que là, on est parti, on a joué pas mal là, dans les derniers mois, dernière année, on est parti du 100% pas mal présentiel à 100% virtuel. Là, on revient tranquillement hybride. C'est quoi la suite pour toi dans les prochains mois, voire l'automne ou la prochaine année? On s'en va vers quoi maintenant? Est-ce qu'on va garder cette touche-là virtuelle? Est-ce qu'on va l'adapter? Vers quoi ça s'en va? Je pense, moi je l'appelle affectueusement le champ des possibles, dans le sens où, par le virement qu'on a eu dans les 2 dernières années,
il y a quand même eu du bon qui en est ressorti dans la mesure où des organisations qui ont, par exemple, des membres à travers le Québec, à travers le Canada, ou des organisations qui sont internationales, qui ont fait « Ah, OK, je peux aussi aller chercher une autre clientèle ou je peux permettre à des gens qui, autrement que de simplement se déplacer, mettons, pour venir à l'événement Montréal, n'auraient pas pu venir. Je peux quand même garder cet aspect-là de ma communauté aussi, que ce soit dans ma monétisation, que ce soit dans juste les garder point au courant de ce qui se trame, de ce qui se fait par l'organisation, par le client. Fait que c'est pour ça que je l'appelle Gens des possibles parce que pour des événements plus, mettons, de mobilisation employée, de fidélisation, de remerciements, des lancements, etc., je pense que le présentiel va être haut la main la force pour ce type d'événement-là. Dans d'autres contextes, on prend l'exemple de MTL Connect, Printemps numérique. C'est un événement d'ampleur internationale axé beaucoup sur le contenu. Fait que la qualité est au rendez-vous du contenu. Donc, les événements de contenu qui ont ce penchant international, je pense qu'ils ont apprécié, en fait, cette découverte-là de pouvoir avoir deux communautés à même leur propre événement. Puis, peut-être pour des petites organisations, des plus petits événements, comme encore une fois, des gens qui ont des membres, des associations vraiment un peu partout, je pense que certains événements vont rester purement virtuels, mais c'est sûr que le présentiel, tout le monde a hâte en ce moment de se retrouver puis de vivre des expériences. Donc, voilà, c'est un peu ça. Et puis, en fait, je sais pas si je devrais répondre avant toi, mais je vais te laisser la chance de répondre avant. Pourquoi quelqu'un qui organise un événement se dit, bon, ben moi, je faisais des événements avant de mon côté pour l'organisme, mon entreprise et tout ça. Pourquoi on ferait affaire avec vous? Pourquoi on aurait à débourser un peu plus? Parce que moi, j'ai une réponse, là. Il y a des... et j'y crois pour vrai. C'est une bonne chose pour plein de points, mais pour toi, c'est quoi les points majeurs pourquoi quelqu'un devrait travailler avec vous autres pour leur événement? Mais je pense que le résultat, il y en a plusieurs, là. Mais je pense que le résultat, l'ultime, c'est que honnêtement, l'impact, le succès de l'événement est directement affecté positivement, dans le sens que tantôt on parlait d'effet tremplin, on parlait de créer des expériences significatives que le participant va se rappeler longtemps, puis qu'il va en reparler, puis c'est là qu'il va devenir un ambassadeur de la marque. Nous, on vient faire ce pont-là. Parce que oui, on peut organiser des événements pour organiser des événements, mais souvent, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent qui est investi, alors que si on y amènerait juste une petite pensée plus réfléchie à côté, un seul changement qui viendrait faire toute la différence, puis on viendrait donner des conseils pour optimiser le budget, le temps, l'organisation du projet, ça a un impact durable vraiment plus grand, en fait. Fait ultimement, je pense que c'est ça. Puis, on est des excellents chefs d'orchestre dans le sens que des fois, justement, le client veut organiser, mais là, travaille avec une plateforme, ou travaille avec vous, travaille avec... Mais il n'y a pas de filon. Fait en termes, justement, de gestion de temps, de budget, de qui s'occupe de quel détail, puis là, je pensais que ça, c'était tel fournisseur ou telle personne s'en occupait. Ben avec nous, il n'y a rien qui s'échappe essentiellement, là, donc tout est bien mis dans la posture. Je pense qu'on est vraiment, c'est ça, l'effet tremplin des organisations pour leur projet. Oui, et puis le résultat, comme tu dis, le résultat aussi transparaît dans le sens que si on revient avec ce qu'on a dit tout à l'heure, puis on ramène tout ça, on parle de créativité. Des fois, oui, même si on a de l'imagination, que quelqu'un de l'extérieur, avec un autre point de vue, un autre angle, avec de l'expérience aussi, parce que là, vous aviez énormément d'expérience sur le terrain, vous en avez énormément maintenant sur le virtuel aussi, parce que vous avez fait toutes les formules, toutes les façons. On est plongé dedans. Non, mais vous en avez vu peut-être qui ont moins fonctionné. Vous avez peut-être des choses qui ont mieux fonctionné. Vous avez une expérience qui, on le dit souvent, l'expérience, ça s'achète pas. Et lorsqu'on organise un événement comme ça, puis qu'on est un peu moins familier avec tous ces filons-là, ben ça fait toute une différence d'arriver, puis qu'il y a quelqu'un qui puisse nous guider pour éviter les pièges, éviter, on pourrait dire, les nids de poules ces temps-ci, là. Oui. C'est peut-être une analogie qui se rapproche à notre réalité, mais c'est ça quand même. Vous êtes là pour aider le côté créatif, mais aussi guider pour amener les gens à avoir un résultat. Alors ça, et définitivement, vous le faites. On a fait, comme on dit, on a dit plusieurs types d'événements ensemble. C'était jamais les mêmes, c'était jamais les mêmes façons de faire. Et vous avez un sens du détail aussi très pointilleux avec vos clients qui fait en sorte que il y a rien qui est négligé. Donc, c'est tous des bons arguments puis des bonnes raisons pour dire, ben peut-être que c'est pertinent d'avoir quelqu'un comme vous qui va nous amener, qui va nous guider dans un milieu qui est moins de notre expertise en virtuel. Là.
Ouais. Puis en virtuel et en hybride, quand tu l'as bien mentionné tout à l'heure, mais il y a pas de détail qui peut être échappé. C'est vraiment ça qui fait la différence. Mm. La virgule à bonne place en tout temps. Donc, c'est ça. C'est la rigueur qu'on a j'en reviens à la méthodologie là, qu'on a développée au cours des différentes années, même en amont, mais fait vraiment une différence sur, ah, OK, on se sent comme bien, tout le monde est l'esprit tranquille. En fait, le client devient un invité de son propre événement, puis ça devrait être ça en tout temps essentiellement, qu'il puisse profiter de son réseautage, de voir l'effet sur ses membres, l'effet sur ses participants, de faire croître le message et non pas d'être en mode production logistique le jour J, là, essentiellement. Ouais, c'est ça. C'est comme organiser son propre mariage, on est moins dedans. C'est moins, c'est moins facile. OK, ben là, s'il y en a qui veulent organiser leur événement, ben, que ce soit dans les prochains mois ou on est déjà peut-être rendu à penser à l'automne, on commence à planifier ça. As-tu des conseils plus spécifiques de dire comment bien la base, comment s'y préparer ou comment faire face à un événement qui soit virtuel, présentiel ou hybride, là, ce serait quoi les meilleurs conseils? Ben, premièrement, prendre le pouls avec sa cible, super important. Ça fait 2 ans, d'une industrie à l'autre, les gens, il y en a qui ont hyper hâte d'être en présentiel, il y en a qui sont comme, hey, moi, je suis pas à l'aise, j'adore le virtuel, ça me permet de rester de chez moi, de les réécouter quand je veux, en rediffusion, etc. Qu'est-ce que vos participants ont le goût, en fait, essentiellement? Ça, c'est la première étape qui va faire que plutôt que partir dans toutes les sortes d'idées possibles, ça va aligner l'organisation. Deuxièmement, on est dans plein de positifs. Là. Les restrictions, dans le fond, sont de plus en plus sont réduites, dans le fond, donc ça va de mieux en mieux pour ce volet-là. Mais on n'a pas de boule de cristal, donc il vaut mieux être prévoyant. Donc, je conseillerais aussi de toujours penser un concept, un déroulement qui pourrait facilement se transformer, exemple, soit en virtuel ou en hybride, donc d'avoir peut-être moins de participants présentiels, mais de toujours penser votre événement en scénario A, B, C. Dans le contexte actuel, comme je dis, on voit la lumière au bout du tunnel, mais c'est pas, on n'a pas de boule de cristal, donc il vaut mieux penser des concepts A, B, C, puis de se dire, bon, ben, mon idéal, c'est d'être présentiel, parfait. Si jamais à l'automne, je peux pas faire mon événement présentiel, déjà en amont aujourd'hui, comment est-ce que je pense le transformer? Qu'est-ce que je peux faire facilement pour pas perdre ce contenu-là, puis les gens qui sont inscrits à mon événement? Sinon aussi, je dirais de revoir les déroulements. Revoir les déroulements dans la mesure où ils sont passés de, mettons, justement, des fois des congrès de 3-4 jours présentiels à plein de Zoom de 1 heure, 2 heures, des fois 12 heures, 2-3 jours. Là, on retourne en présentiel. Donc, de pas oser faire plus de micro-expériences ou des expériences qui sont aérées, qui permettent des pauses aussi. Donc, de pas, je comprends l'enthousiasme de retour en présentiel, mais de pas trop surcharger les horaires des participants. On n'en est pas là actuellement. On veut vraiment que ça soit un retour qui se fasse de façon fluide, petits pas aussi. Puis sinon, de vraiment maximiser l'expérience participant. Donc, du moment où celui-ci s'inscrit, entend parler de votre événement, s'inscrit, soit les communications, autant le volet plus comment va se dérouler son expérience sur le terrain que ce qui l'attend. Ce volet-là est hyper important, la communication en fait, de les tenir dans la loupe, de doser aussi les communications, donc de les penser en amont, puis de se dire, OK, qu'est-ce que je peux regrouper comme type d'informations pour pas les bombarder? Et déjà de prévoir la communication si jamais, encore une fois, l'événement 100% présentiel doit, par exemple, s'adapter à du hybride ou à du virtuel. Comment est-ce qu'on le communique? Comment est-ce qu'on l'amène déjà en y pensant dès le jour 1? C'est beaucoup plus facile parce que plutôt de le traiter comme une urgence ou de le traiter comme on doit réagir, on est plutôt proactif par rapport à ça et transparent avec la communauté. Donc, voilà. Ben, des conseils intéressants. J'espère que les gens en ont pris bonne note. Donc, pour préparer un événement, pour te contacter, on n'est pas obligé d'avoir déjà tout notre concept. On peut en avoir. On peut aussi, mais exact. C'est quelque chose qui est intéressant de faire, de faire la démarche, de vous contacter chez Immersive Productions. Vous êtes toute une équipe pour aider les gens, puis mettre les projets, les concrétiser, partir d'une idée, puis rendre ça concret, soit en vrai, soit en hybride, soit à 100% virtuel. Bref, sur mesure. Sur mesure, puis on est vraiment là pour simplifier, là.
OK. Est-ce qu'il y a des pièges qu'on doit éviter lorsqu'on prépare un événement? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues de votre côté dans les dernières années Ouais. qui ont pas fonctionné ou qu'il faut faire attention? Décidément, ne pas choisir sa plateforme d'événements virtuels avant d'avoir son concept puis les composantes de sa programmation en tête. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça c'était l'erreur la plus fréquente dans les 2 dernières années, là, dans le sens où les gens se disaient « OK, j'ai besoin de diffusion, j'ai besoin de plateforme, check, check. » Mais après ça, mettons, nous, on arrive dans le projet, la plateforme est déjà choisie, mais finalement, est-ce qu'ils ont en tête, exemple, je veux tant de salles en simultané, je veux qu'ils puissent apparaître, être mis sur la scène, mais là, finalement, la plateforme ne le permet pas, par exemple. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que le lieu, un lieu physique, comme une plateforme d'événements virtuels, n'est ni plus ni moins que le moyen de faire vivre, de diffuser ou de faire vivre l'expérience que vous allez avoir concoctée, mais qu'à la base, il faut déjà concevoir son événement, puis de choisir après ça quelle plateforme y correspond le mieux pour atteindre vos objectifs, faire vivre l'interaction souhaitée. Ou même chose, quand on choisit un lieu, une salle, bien, on choisit la salle en fonction de son concept, de son nombre de personnes, de sa thématique et non pas l'inverse. Donc voilà, ça, je dirais que c'est le piège qui était malheureusement le plus commun. Et de penser qu'un événement virtuel prend moins de temps et moins de détails. Bien au contraire, il y a beaucoup plus de détails à passer en virtuel. Voilà. Ouais. Beaucoup plus de détails qu'on peut facilement oublier ou négliger, puis de travailler avec des gens comme vous qui les ont vus, tous ces détails-là, puis qui ont travaillé dans divers projets, ben, ça va nous aider à pas l'oublier. Eh ben, ça, c'est un excellent point, c'est vrai. C'est peut-être quelque chose à faire. Donc, vous contactez en premier pour bien élaborer peut-être le concept, ce qu'on veut, puis après ça, on va cibler vers quelle plateforme le faire, parce que c'est une de vos forces aussi. Vous êtes à l'écoute du client, puis après, vous adaptez vraiment tout ce qui en suit finalement. Autant pour ce qui est comme tu en parlais, des salles, si c'est physique, sinon des plateformes, sinon des moyens de diffuser, des logiciels. C'est ça, des logiciels qui sont utilisés et tout. Puis tout ça s'organise pour, dans le fond, s'emboîter dans le projet puis dans l'idée qui est créée de base et non pas faire l'inverse puis faire entrer les idées dans ce qui est déjà fixé comme plateforme. Dans la boîte, là, exact. Exactement. Ouais. Eh bien, c'est exactement Joanie, ce que vous faites aussi, hein? Je veux quand même te le redonner parce que TVgo, on va se le dire, c'est quand même ça aussi la force de le faire sur mesure, d'être à l'écoute. Puis c'est pour ça que on va dire à tout le monde à quel point on a du plaisir de travailler avec vous, mais que c'est ça votre force aussi, de prendre le temps de se dire, ben même chose, si un client vous arrive, je veux un microsite, je veux une plateforme, je veux etc., ben vous êtes capable de le conseiller aussi sur le, voilà. Je vais le faire un petit aparté parce que quand même, chapeau à TVgo. Bon, c'est gentil, mais c'est vrai que je pense que c'est la façon de faire. On n'a pas le choix de travailler fort pour essayer vraiment de s'adapter, puis vous comme nous, être à la recherche des nouveautés parce que ça bouge tellement vite, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est, on commence à les connaître, mais même à ça, il y a des bouts qu'à toutes les semaines, il y avait des nouveautés, il y avait des changements et on doit s'adapter à ça. Fait que c'est quand même tout un défi qui a dû être relevé depuis plusieurs mois. Et je trouve qu'en tout cas, vous l'avez très bien fait. Et comme je te l'ai dit, j'ai trouvé, moi, super intéressant de voir la gamme d'événements complètement différents d'une fois à l'autre. Qui sont parfois éclatés, parfois plus sérieux, parfois plus, mais toujours diversifiés, puis toujours avec une touche créative. Donc, les gens peuvent te contacter chez Immersive Productions et parler avec toi et ton équipe des projets à venir. Il y en a certainement qui vont être intéressés par ça. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de prendre quelques minutes avec nous pour jaser un peu parce que je pense que ça va aider à comprendre l'importance de bien préparer un projet et puis surtout de faire affaire peut-être avec des gens qui en ont tellement vu, qui en ont tellement fait que ça peut nous aider à sauver bien des étapes et surtout le jour J, là, quand on arrive à la diffusion ou à l'événement, ben avoir un petit peu moins chaud, être un petit peu moins stressé. Oui, en profiter. C'est ça. On s'occupe du côté technique de prendre le stress, puis on laisse les gens profiter de l'événement. Hein? Exact. Ben, Joanie, merci énormément pour ta visite. Ça a été un grand plaisir de discuter avec toi. Puis au plaisir de travailler sur des prochains événements avec toi. Yes, avec grand plaisir.
De notre côté, eh bien, merci d'avoir été là aujourd'hui pour cette émission en mode virtuel. On vous donne rendez-vous pour une autre émission, un autre podcast très bientôt où on vous présentera d'autres aspects du monde virtuel et vous amènera donc dans cette communauté qui vous permettra de mettre en virtuel vos événements présentiels, hybrides, bref, ceux que vous voudrez faire au cours des prochains mois. Merci donc d'avoir été là. On vous invite à suivre notre infolettre, voilà. Aussi, allez suivre notre page LinkedIn. Ça va nous aider à pouvoir très bientôt diffuser en direct également sur LinkedIn. C'est donc un rendez-vous pour une prochaine émission de En mode virtuel.